Bien, on va commencer. Alors, merci beaucoup au professeur Julien Bouet de médecine intensive réanimation du Centre hospitalier de Lyon-Sud de réaliser cette présentation en webinaire sur le contrôle glycémique en réanimation. Julien est vraiment un des grands experts internationaux sur la question et on a la chance de l'avoir pour euh, véritablement explorer cette question qui est une question, j'allais dire, quotidienne en réanimation. Merci beaucoup, Julien. Je te laisse tout de suite la parole. Merci Alexandre, merci pour cette présentation élogieuse. Bonjour à tous, donc je vais vous parler du contrôle glycémique. Donc pas de conflit d'intérêt. On va développer le plan qui suit, donc on parlera un peu d'hyperglycémie en réanimation. On verra un peu l'évolution au cours du temps des différentes cibles qui ont été appliquées. On verra à quel problème nous expose le contrôle glycémique en réanimation. Et puis on terminera avec quelques diapos et une présentation de cibles plus personnalisées et voir un peu vers où on peut se diriger peut-être actuellement. Alors, juste une petite question, alors, je ne sais pas si on n'aura pas, vous n'allez peut-être pas avoir la possibilité de voter, mais juste une petite question d'introduction. Donc, l'hyperglycémie en réanimation, donc 5 propositions. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voter par le webinaire, donc je vous laisse réfléchir 2 minutes. A est une réponse adaptée de l'organisme à l'agression et secondaire à une résistance à l'insuline, s'accompagne souvent d'une hypoinsulinémie, est principalement d'origine iatrogène et définie en l'absence de diabète par une glycémie à jeun supérieure à 1,3 g par litre. Alors, ceux qui veulent répondre peuvent le faire par les questions-réponses. Bon, je vous donne encore 10 secondes. On n'a pas grand-chose, Julien. Alexandre fera l'inventaire. Bon, alors les réponses attendues. ACD, Voilà. il y a une personne qui met. Donc, on est vraiment pas loin de la réponse que tu proposes. Je te laisse continuer. Est une réponse adaptée de l'organisme à l'organisme et secondaire à une résistance à l'insuline et est définie en l'absence de diabète par une glycémie à jeun au-dessus de 7 mmol par litre. On va revenir là-dessus. Alors, l'hyperglycémie en réanimation, l'hyperglycémie de façon générale, donc définie chez le patient diabétique d'une manière que vous connaissez, c'est des valeurs seuil donc supérieures à 7 mmol par litre chez le sujet à jeun et puis en situation d'ingestion de glucose en phase classiquement postprandiale, c'est une glycémie supérieure à 11,1 mmol par litre, avec les signes cliniques que vous connaissez. Et si on s'intéresse à l'hémoglobine glyquée, qui est le reflet de l'imprégnation glycémique du patient donc sur les 3 derniers mois, la durée de vie d'un globule rouge, on définit un patient diabétique avec une hémoglobine glyquée supérieure à 6,5%. Il faut savoir que dans la population générale, dans 30% des cas, donc c'est ce qu'on va retrouver chez les patients qui arrivent en réanimation, le statut de diabétique est méconnu du patient. Alors, à côté de ce diabète classique qui est soit dû à une absence d'insuline, donc c'est le diabète de type 1 ou une résistance à l'insuline de type 2, on décrit l'hyperglycémie de stress en réanimation qui est définie avec, chez les patients non diabétiques, le même seuil que si le patient était diabétique, c'est-à-dire une glycémie supérieure à 7 mmol par litre. Et chez le patient, si le patient était préalablement diabétique avant l'entrée en réanimation, on définit ce seuil au-dessus de 2 g par litre ou 11,1 mmol par litre. Donc, cette hyperglycémie liée à l'agression, elle est connue depuis Claude Bernard. Elle a été revue encore au cours du XXe siècle et on parle de réponse non spécifique de l'organisme lorsqu'il subit une agression de nature possiblement très variée. Alors, c'est une réponse qui est adaptée. Si on fait un peu de physiopathologie, on voit que toutes les agressions vont s'accompagner de 2 types de réponses. Il y a premièrement une réponse hormonale avec la sécrétion des hormones dites de contre-régulation. C'est ce que vous avez à gauche. Et ces hormones vont avoir pour effet d'augmenter au niveau hépatique la synthèse de glucose, soit à partir d'une augmentation de la néoglycogénèse hépatique, soit en augmentant la glycolyse hépatique.
Dans le même temps, l'agression va s'accompagner d'une augmentation des cytokines dites pro-inflammatoires qui sont listées sur la diapositive. Et tout ceci va médier ce qu'on appelle une résistance à l'insuline, on y reviendra. Et cette résistance à l'insuline va avoir des effets sur les différents tissus selon leur présence ou non de récepteurs à l'insuline, avec, sur la voie des lipides, l'augmentation de la lipolyse qui va libérer du glycérol qui va servir à la néoglucogénèse hépatique, qui va, à partir des tissus périphériques, augmenter la production de lactate à partir de la glycolyse des tissus, qui elle aussi va participer à la néoglucogénèse hépatique. Et enfin et surtout, l'insulinorésistance va avoir un impact sur la masse musculaire avec une augmentation de la protéolyse musculaire, la libération d'acides aminés qui vont servir à produire de nouvelles protéines et aussi qui va libérer de l'alanine, qui va être récupérée par le foie pour participer à la néoglucogénèse hépatique. Donc, vous voyez qu'à la fois, il y a une augmentation de la production de glucose, une augmentation de la résistance à l'insuline, qui va aussi s'associer à une diminution de l'entrée de l'insuline dans tous les tissus qui ont un récepteur dont l'entrée du glucose est médiée par un récepteur à l'insuline, c'est le récepteur GLUT4, et tout ça va participer à une augmentation de la glycémie chez le patient. La résistance à l'insuline, elle est périphérique ou centrale, elle va logiquement diminuer le signalement de l'insuline à travers un récepteur spécifique qui est le récepteur GLUT4. Ça va diminuer la capacité de freination et de production, de la production hépatique de glucose par l'insuline. Ça va diminuer au niveau périphérique la captation musculaire de glucose et ça va diminuer donc la synthèse musculaire de glycogène. Les médiateurs, c'est ce qu'on a vu sur la diapositive précédente. La glycémie, au cours d'une agression, comme chez le patient diabétique, a une glycotoxicité qui est connue, qui est dont les principaux effets qui ont été retrouvés chez les modèles animaux ou en réanimation sont listés. C'est toujours médié par les cellules qui ne disposent pas de récepteurs GLUT4, donc c'est celles qui disposent de récepteurs au glucose qui ne seront pas, dont l'entrée du glucose dans la cellule ne sera pas freinée par la présence de récepteurs, et donc il y aura une toxicité dans ces cellules de l'hyperglycémie du patient. Et si on regarde, là, vous avez des patients qui arrivent à l'hôpital, ils sont séparés en 3 groupes. Vous avez des patients qui arrivent, qui ont une glycémie normale. Vous avez des patients hyperglycémiques connus comme diabétiques. Et puis, vous avez des patients hyperglycémiques qui n'étaient pas connus comme diabétiques. Et comme vous voyez, cette catégorie de patients, qu'on regarde leur devenir en termes de mortalité, que ce soit en réanimation ou en dehors de la réanimation, on voit que le pronostic des patients est complètement différent. La mortalité est bien moins élevée si vous n'avez pas d'hyperglycémie à l'entrée à l'hôpital. Elle est un peu plus élevée si vous avez une hyperglycémie qui est seulement due à votre statut diabétique. Et la mortalité est bien plus élevée lorsque la glycémie à l'admission s'associe à une agression, c'est-à-dire si vous n'étiez pas diabétique au moment de l'entrée à l'hôpital. Là, c'est chez les patients de réanimation, on a regardé quelle était la différence entre leur glycémie à l'admission et leur glycémie habituelle. La glycémie habituelle, elle est estimée, on y reviendra plus tard, par leur hémoglobine glyquée, c'est-à-dire le reflet de leur glycémie habituelle. Et on voit que plus le delta entre la glycémie à l'admission et la glycémie habituelle du patient est élevé, plus ceci est associé à une élévation de la mortalité. Et si on rajoute dans la prédiction de la mortalité par le score IGS, si on rajoute cette variable qui est le gap glycémique à l'admission en réanimation, on voit qu'on améliore le pronostic du score IGS en associant cette valeur d'hyperglycémie à l'admission en réanimation. Deuxième question, la cible glycémique en réanimation. La plupart des études ont montré qu'il fallait normaliser rapidement la glycémie au cours du séjour. La cible glycémique est la même pour tous les patients de réanimation. Atteindre une cible ne doit être envisagée que si les contrôles glycémiques peuvent être rapprochés. La cible glycémique actuellement recommandée est au-dessous de 1,3 g par litre. Et les recommandations sont les mêmes en réanimation et en dehors de la réanimation. 10 secondes pour réfléchir.
Alors, on a D en réponse. Donc, la cible glycémique actuellement recommandée est au-dessous de 1,3 g par litre. Ça. Oui, exactement la réponse D. Alors, on va voir, hein, c'est pas tout à fait ça. Donc, les réponses attendues, c'était que la cible glycémique est la même pour tous les patients de réanimation. On verra qu'actuellement, il n'y a pas de recommandation spécifique selon la typologie des patients. La cible glycémique actuellement recommandée, on verra que c'est au-dessous de 1,8 g par litre, 10 millimoles par litre. Et les recommandations sont les mêmes en réanimation ou en dehors de la réanimation. Il n'y a pas de cible glycémique différente chez les patients hospitalisés. Alors, toute l'histoire récente débute dans les années 2000, où une étude européenne, belge, monocentrique, a regardé chez les patients de réanimation chirurgicale, c'était essentiellement des patients de post-op de chirurgie cardiaque, donc une étude monocentrique, ils ont comparé deux cibles glycémiques, soit une cible glycémique élevée, entre 10 et 11 millimoles par litre, c'est-à-dire ça correspondait à la glycémie des patients agressés en réanimation, et ils ont comparé ça avec une insulinothérapie intensive dont l'objectif était de normaliser la glycémie, c'est-à-dire ramener la glycémie des patients à la glycémie du sujet normal non diabétique. Et ils ont regardé quel était le taux de décès en réanimation. Et cette étude a fait énormément de bruit parce qu'elle a montré qu'il y avait une réduction très importante de la mortalité chez les patients pour qui on normalisait la glycémie, c'est-à-dire les patients chez qui on ramenait la glycémie à des valeurs strictement normales. Et tout était amélioré, vous voyez les critères de jugement secondaire qui sont listés là, tout était amélioré. Donc c'était une étude qui montrait qu'une intervention pas très chère, alors souvent un peu compliquée à mettre en œuvre au lit du patient par des personnels insuffisamment formés, pouvait améliorer de façon très importante le pronostic des patients. Il y a eu beaucoup de remarques qui ont été faites sur cette étude. Bon, déjà, c'était une étude monocentrique, il n'y avait pas d'aveugle, on en reparlera. La plupart des études ont été menées sans aveugle, c'est-à-dire qu'on savait dans quel groupe était le patient au moment où il était, dès le moment où il était randomisé. C'était des patients chirurgicaux peu sévères, avec un score à page, donc c'est le pendant de l'IGS, un score à page qui était pas très élevé, avec une mortalité, vous avez vu, qui passait de 8 à 4, de 8 à 4,6%, c'est-à-dire que c'est des valeurs de mortalité qui sont bien plus faibles que nos valeurs habituellement rencontrées en réanimation. Et dernier point, le schéma nutritionnel était tout à fait inhabituel et les patients recevaient beaucoup de sucre. Ça veut dire que c'est des patients chez qui on montait de façon, entre guillemets, artificielle la glycémie. Et les mauvaises langues sur cette étude ont dit que probablement les patients du groupe contrôle, ils avaient été pénalisés par cette hyperglycémie qu'on leur avait induite alors qu'on ne leur mettait pas d'insuline. Les mauvaises langues ont dit que les patients du groupe contrôle, ils étaient morts confiés dans le sucre. Donc, pour réaliser cette étude, ils avaient utilisé un algorithme qui est représenté ici. Et l'algorithme était assez simple, mais il y avait beaucoup de choses qui étaient assez difficiles d'interpréter, en tout cas au lit du patient, par un infirmier qui n'avait pas forcément l'habitude du contrôle glycémique. Et en fait, pour conduire cette étude, l'équipe de Vandenberg avait des infirmiers qui étaient dédiés au contrôle glycémique et qui étaient vraiment rompus à ça. Et toutes les équipes qui ont essayé d'appliquer ça dans leurs unités se sont heurtées au problème que la glycémie descendait très vite, mais on avait la plupart du temps, très souvent en tout cas, des hypoglycémies qui pouvaient être sévères. Et souvent, les équipes ont arrêté d'utiliser ce protocole parce que c'était jugé trop dangereux avec trop d'hypoglycémie. Donc, Gret Vandenberg, dans les suites de la première étude, a refait une seconde étude pour essayer de contrecarrer les critiques qui avaient été faites sur sa première étude. Donc, c'était des patients de réanimation médicale, c'était des patients beaucoup plus graves, enfin bref, des vrais patients de réanimation médicale. C'était toujours en monocentrique. Et cette fois, même design d'étude, cette fois, l'étude, elle est négative sur le critère de jugement principal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réduction de la mortalité. Alors, les critères de jugement secondaire étaient toujours en faveur d'un contrôle strict de la glycémie, mais il n'y avait pas de bénéfice sur la mortalité.
en reprenant ces deux premières études, Vandenberg a fait un papier qui regroupait l'étude en réanimation chirurgicale et l'étude en réanimation médicale. Et en poulant ces deux études, la mortalité sortait de façon significative et la conclusion était que probablement chez le patient venant de réanimation, il était bon d'essayer de normaliser la glycémie des patients. Donc ça, c'était dans les années 2001 à 2006. Et entre-temps, ou dans les années qui ont suivi, de nombreuses équipes ont essayé de reproduire les mêmes résultats, mais tout le monde s'est heurté à différents échecs. Là, c'était la première, donc c'est l'étude VISEP, pareil, sortie dans le New England, étude européenne. On comparait deux cibles glycémiques, les mêmes cibles que dans le papier de Vandenberg. Et bien dans cette étude, il randomisait deux types de remplissage vasculaire, donc l'hydroxyéthylamidon qui est quasiment plus utilisé actuellement. Et si on revient au contrôle glycémique, dans cette étude, donc il y avait quatre bras, l'étude a été interrompue prématurément pour le contrôle glycémique. Elle a été interrompue aussi prématurément pour cette intervention, mais pour le contrôle glycémique, elle a été interrompue parce qu'il y avait beaucoup plus d'hypoglycémie dans le groupe où on essayait de normaliser la glycémie. Donc l'étude a été interrompue et il n'y avait aucun signe pour un bénéfice en termes de pronostic. Une étude européenne aussi, Jean-Charles Preiser en Belgique, même cible glycémique pour la cible basse, en haut une cible glycémique un peu plus élevée, vous voyez une cible intermédiaire, on n'est plus entre 180 et 210 mg par décilitre, on est entre 140 et 180 mg par décilitre. Cette étude a été arrêtée de façon prématurément parce qu'elle utilisait un protocole qui était très proche du protocole de Vandenberg dont je vous ai parlé. Et de ce fait, il y avait beaucoup d'hypoglycémie et de ce fait, il y avait beaucoup de violations de protocole et c'est pour ça que l'étude a été interrompue. Mais là aussi, il n'y avait aucune tendance pour une amélioration du pronostic chez les patients chez qui on normalisait la glycémie. Une étude française, Pierre Calfon, qui utilisait deux cibles glycémiques, les mêmes que Jean-Charles Preiser sur la diapositive précédente. Là, c'était un logiciel qui contrôlait la glycémie entre 4,4 et 6,1 millimoles par litre, donc sur un PC au lit du patient. L'étude a été interrompue prématurément, il y a quand même presque 2700 patients qui ont été inclus. Elle a été arrêtée pour futilité parce qu'ils ont montré que ce n'est pas en augmentant le nombre de patients qu'ils allaient arriver à montrer une différence entre les deux. Enfin, la dernière étude qui a comparé ces deux cibles glycémiques, c'est l'étude Neischüler, australienne, canadienne principalement, qui comparait les deux mêmes cibles glycémiques, 4,5 à 6 millimoles par litre ou au-dessous de 10 millimoles par litre. Et cette fois, alors c'est des vrais patients de réanimation, multicentriques, beaucoup de réanimation, et cette fois, le résultat opposé de ce qu'avait rapporté Vandenberg en 2001, avec un bénéfice en termes de mortalité pour les patients qui avaient la cible glycémique élevée au-dessous de 10 millimoles par litre par rapport à ceux qui avaient une cible glycémique plus basse et qui mouraient de façon plus fréquente. Alors, si on fait la synthèse, comme vous voyez, c'est les études dont je vous ai parlé, les deux premières études de Vandenberg, et en fait, seulement la première étude de Vandenberg a montré qu'il y avait un bénéfice à normaliser la glycémie en termes de mortalité. L'étude Neischüler, je vous montrerai à la fin, pas d'effet. Un effet opposé même avec un bénéfice à maintenir une cible glycémique élevée en réanimation. J'ai rajouté une étude, je vous en parlerai plus tard, dont le design est un petit peu différent, mais qui a montré encore qu'il n'y avait pas de bénéfice à normaliser la glycémie des patients. Ça, c'est une méta-analyse qui a essayé de comparer. Je vous ai montré qu'il y avait différentes cibles glycémiques qui avaient été utilisées, soit des cibles glycémiques très strictes, ça veut dire normalisation de la glycémie, des cibles intermédiaires et des cibles plus élevées. Donc là, cette méta-analyse était assez intéressante parce qu'elle a comparé les différents types de cibles et voir s'il n'y en avait pas une qui était meilleure que d'autres. Et
vous voyez ici, les cibles sont comparées l'une par rapport à l'autre, que ce soit en termes de mortalité. Vous voyez qu'il n'y a aucune différence, quelles que soient les cibles qu'on compare, il n'y a pas de différence en termes de mortalité. Par contre, si on compare la survenue d'hypoglycémie, que ce soit des hypoglycémies ou des hypoglycémies sévères, vous voyez que dès qu'on compare une cible stricte, une cible avec un tight control, c'est-à-dire une cible glycémique basse, et vous voyez qu'on augmente de façon significative le risque d'hypoglycémie. Ça sont les recommandations de contrôle glycémique. Donc, je vous ai mis les dernières, donc 2009, 2015 et 2019. Donc, ça, c'est les recommandations nord-américaines. J'ai surligné pour vous montrer que ça avait, pour ainsi dire, pas changé sur les 10-15 dernières années et que la recommandation actuelle, c'est de maintenir la glycémie des patients au-dessous de 180 mg par décilitre et il n'y a pas de différence d'adaptation qui est à un niveau de preuve élevé, d'adaptation particulière pour certains patients. Ça sont les recommandations européennes de nutrition des patients de réanimation. Vous voyez que dans ces recommandations européennes, il y avait 4 recommandations qui avaient un niveau de preuve élevé, avec une recommandation de niveau A. Et bien, parmi ces recommandations de niveau A, il y a le contrôle glycémique qui doit être avec une cible glycémique au-dessous de 180 mg par décilitre. Alors, si on s'intéresse à la pédiatrie, ben, vous verrez que les résultats sont les mêmes. On a essayé de comparer le même type de cible glycémique. Là, je vous ai repris l'étude la plus importante qui comparait donc les deux mêmes cibles glycémiques. Le critère de jugement, c'était le nombre de jours sans réanimation. Et l'étude a été, elle aussi, arrêtée de façon prématurée parce qu'il n'y avait aucun signe en faveur d'un bénéfice d'un groupe par rapport à l'autre groupe. Donc, les recommandations pédiatriques sont les mêmes que chez l'adulte. Alors, nouvelle petite question, la mesure de la glycémie. La précision de la mesure au lit du patient par un glucomètre est insuffisante. La mesure de référence se fait au laboratoire sur un analyseur de gaz du sang. Une mesure en continu est recommandée. Le problème principal est le risque de ne pas mesurer l'hypoglycémie. Les mesures sur échantillons capillaires sont à éviter. Alors, vous pouvez répondre. Ah, alors, réponse. On propose B et D. B et D. OK, eh ben, c'est un bon début. Moi, j'avais retenu A, B, D et E. Donc, j'avais rajouté que la précision de la mesure au lit du patient par un glucomètre est insuffisante. Alors, on va voir, même s'il y a eu des améliorations, la méthode de référence, c'est l'analyseur de gaz du sang. C'est les mesures qui sont faites au laboratoire ou sur un analyseur de gaz du sang. Le risque principal d'une mesure, c'est le risque de rater une hypoglycémie. Et les mesures sur l'échantillon capillaire sont à éviter parce qu'il y a une imprécision de la mesure qui est beaucoup plus importante que si on fait des prélèvements artériels ou veineux. Alors, le problème du contrôle glycémique, donc la mesure de la glycémie, de façon générale, actuellement, elle est réalisée de façon discontinue. La technique de référence est rarement utilisée. Elle peut l'être pour les services qui disposent d'un analyseur de gaz du sang, donc une machine de laboratoire qui est déportée avec une électrode pour le glucose. Vous savez que les analyseurs de gaz du sang, ils peuvent effectivement mesurer les gaz du sang, mais selon l'électrode qu'on va rajouter, on peut mesurer la calémie et éventuellement le glucose. Donc, si on a cette possibilité, on est sûr d'avoir une mesure qui est beaucoup plus précise que celle faite avec un glucométeur. Les glucométeurs, la précision, elle est probablement insuffisante parce que ce pas des machines qui sont dédiées pour la réanimation, c'est des machines qui sont dédiées pour le patient diabétique à son domicile avec des précisions de la mesure qui sont maximales pour des valeurs glycémiques qui sont proches des valeurs normales. Dès qu'on s'éloigne de ces valeurs, la précision est moins importante. Et en réanimation, vont se rajouter des fluctuations qui sont dues au fait que le patient est en réanimation. Le fait que le prélèvement soit capillaire va gêner parce que tous les patients qui ont une vasoconstriction, ça a été bien montré dans certaines études, montre que la précision de la mesure diminue chez les patients vasoconstrictés, donc tous les patients
en état de choc. L'anémie, l'hypoxie, il y a des interactions médicamenteuses qui peuvent être importantes et qui, avec certaines machines, vont être source d'imprécision de la mesure. Là, c'est une très vieille diapositive, mais c'est quelque chose qu'on avait fait dans le service. On avait comparé plusieurs lecteurs de glycémie. Et c'était juste pour vous montrer que selon les lecteurs de glycémie qu'on avait testés, on avait mesuré les valeurs de glycémie par rapport à une mesure de référence, c'est-à-dire la mesure de référence, c'est mesure au laboratoire sur un tube sanguin qui est fluoré. Le fluor, ça permet d'empêcher le métabolisme du glucose, parce qu'on sait que dans les tubes, les cellules vont pouvoir se nourrir du glucose. Donc là, le fait de mettre du fluor, ça a empêché le métabolisme du glucose. Et on voit qu'il y a des glucométeurs qui sont plus ou moins précis. Vous voyez, celui-là, par exemple, il est très imprécis. Et puis, il y en a qui ont un biais qui est assez systématique. Donc ça, éventuellement, on peut le corriger, mais encore faut-il le connaître. Et nous, on avait vu à cette époque qu'on avait plus de la moitié des hypoglycémies inférieures à 3,5 mmol par litre, donc c'est-à-dire des hypoglycémies conséquentes qui n'étaient pas détectées par le lecteur de glycémie. Donc, probablement, l'avenir, c'est une mesure en continu de la glycémie. Pour l'instant, on n'y est pas. Il y a des essais qui sont en cours. C'est maintenant bien validé chez les patients diabétiques en ville. C'est plus compliqué en réanimation parce que les patients présentent souvent des syndromes édémateux, les états de choc qui font que la glycémie qu'on va mesurer en interstitiel, le taux de glucose qu'on va mesurer en interstitiel est un reflet quand même indirect et potentiellement assez distant de la valeur de glycémie qui nous intéresse et pour laquelle on va administrer de l'insuline. Bon, l'intérêt, il est évident, hein, l'intérêt de mesurer en continu, c'est que ça permet de s'assurer qu'on va limiter les excroissances du contrôle glycémique en dehors de la cible qu'on aura déterminée. Alors, quels sont les objectifs du contrôle glycémique? Donc là, on a déjà plus ou moins répondu à la question. Je vous laisse une minute. Donc, maintenir la glycémie au-dessous de 180 mg par décilitre, limiter les hypoglycémies, limiter les fluctuations glycémiques, ne pas trop augmenter la charge en soins et permettre d'optimiser les apports caloriques. Alors, les réponses, c'est A, B, C et certains proposent D et E. Alors, les bonnes réponses attendues, c'était A, B, C, D. Donc, tout est vrai. On a parlé de recommandations actuelles, c'est au-dessous de 180 mg par décilitre. On va voir que les risques principaux du contrôle glycémique, c'est la survenue d'hypoglycémie et les fluctuations de la glycémie du fait de l'insulinothérapie. Et puis, une des problématiques, c'est qu'il faut trouver un compromis entre limiter ces risques d'hypoglycémie et de fluctuations. Ça veut dire, concrètement, c'est augmenter la fréquence des contrôles glycémiques sans trop surcharger la surcharge en soins pour les infirmiers. Les apports caloriques, c'est complètement indépendant. On nourrit le patient avec les apports caloriques azotés et on contrôle la glycémie avec de l'insuline. C'est deux questions qui sont totalement indépendantes. Donc, l'hypoglycémie, il y a deux choses importantes à connaître. Il faut savoir, une hypoglycémie sévère, c'est au-dessous de 40 mg par décilitre, au-dessous de 2,2 mmol par litre. Et une hypoglycémie modérée, c'est toute glycémie qui est au-dessous des valeurs normales de la glycémie, c'est-à-dire au-dessous de 70 mg par décilitre. Alors, certains ont décrit des hypoglycémies relatives qui vont dépendre de la glycémie habituelle du patient. Voilà, je vous ai rajouté des facteurs de mauvais pronostic. On va reprendre, je crois, sur une diapositive qui suit. On va voir qu'il y a des facteurs qui sont sources d'hypoglycémie. Voilà. Et puis, c'est probablement un critère important si on veut essayer de comparer les algorithmes de contrôle glycémique entre eux. Là, je vous ai repris les études dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vous ai repris la fréquence de survenue d'hypoglycémie sévère, hein, vous voyez, au-dessous de 1,2 mmol par litre, pour le groupe de patients qui avaient la cible basse. Alors, quand la cible est élevée, les hypoglycémies sont bien moins importantes, mais vous voyez, quand on avait des cibles glycémiques basses, même dans les études de Vandenberg, la deuxième étude de Vandenberg, ils avaient un taux d'hypoglycémie sévère à 18,7%, ce qui est vraiment très important.
Les facteurs de risque d'hypoglycémie, ils sont représentés ici. Les principaux sont sans surprise le fait de mettre de l'insuline aux patients. Les patients qui font des hypoglycémies sans insuline, c'est probablement les plus graves. Hein, c'est les patients qui ont plus de foie et c'est en général ceux qui vont décéder. Et un autre facteur important d'hypoglycémie, c'est l'interruption des apports de glucose, c'est-à-dire de nutrition entérale ou parentérale, chez des patients qui reçoivent de l'insuline. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder, là c'est une étude post-hoc de l'étude Nice Sugar, donc l'étude australienne qui avait montré que c'était délétère de normaliser la glycémie des patients. Ils ont regardé quel était l'impact de l'hypoglycémie sur la mortalité. Vous voyez que quand on n'a pas d'hypoglycémie, quand on a une hypoglycémie moyenne, quand on a une hypoglycémie élevée, ben, la mortalité augmente. Et cette augmentation de la mortalité, elle est la même, quelle que soit la cible glycémique, qu'on soit dans le groupe insulinothérapie intensive ou insulinothérapie pour maintenir la glycémie à des valeurs de glycémie normales. Alors ce papier, c'est une étude rétrospective, mais c'est quand même assez intéressant qui montrait que la mortalité qui était associée à la survenue d'hypoglycémie n'était pas différente, que ce soit une hypoglycémie qui soit induite par l'insulinothérapie ou que ce soit une hypoglycémie qui était spontanée. C'est le fait d'avoir une hypoglycémie qui est associée à un mauvais pronostic et ce n'est pas la cause de l'hypoglycémie qui est un facteur de mauvais pronostic. Juste cette étude physiologique chez l'homme, donc ça c'est la circulation cérébrale, et dans cette étude, ils ont regardé quelle était l'évolution de la glycémie, du taux de glucose interstitiel au niveau du tissu cérébral. Vous savez qu'au niveau du cerveau, le cerveau va se nourrir exclusivement de glucose qui va pouvoir rentrer dans les cellules. Et vous voyez que plus la glycémie du patient est faible sur la gauche, et vous voyez que plus le taux de glucose interstitiel, c'est-à-dire le taux de glucose qui peut rentrer dans la cellule, va être élevé. Et vous voyez que par rapport au groupe normal, quand vous avez une hyperglycémie, la glycémie, le glucose qui ne va pas rentrer dans les cellules cérébrales est également beaucoup plus important. Et si on regarde le rapport lactin-pyruvate, qui est un marqueur du métabolisme cellulaire cérébral en faveur de la glycolyse, vous voyez que le rapport le plus bas est lorsque l'on a une glycémie normale, et ce rapport, c'est-à-dire l'agression cérébrale, va augmenter quand on aura à la fois des hyperglycémies ou quand on aura aussi des glycémies plus basses que les valeurs normales. Deuxième point, la variabilité de la glycémie. Il y a beaucoup d'études. Alors, c'est toutes des études rétrospectives, donc ça a forcément des limites. Et ces études montrent que ce soit pour la mortalité en réanimation et la mortalité à l'hôpital, vous avez pour des glycémies variabilité de la glycémie qui est importante. Vous voyez que plus la variabilité de la glycémie est importante, plus le risque de mortalité va être élevé. On retrouve la même chose dans cette étude. Là, vous avez la glycémie moyenne au cours des séjours en abscisse, et pour chaque groupe de glycémie moyenne, vous avez la variabilité de la glycémie. Et vous voyez que plus la variabilité de la glycémie s'élève, pour une même valeur de glycémie moyenne, plus la mortalité est importante. Elle est représentée ici. Bon, c'est des études rétrospectives avec toutes ces limites, et vous voyez que même dans cette étude, je vous l'ai marqué, vous voyez que pour être inclus dans l'étude, il fallait que le patient ait juste 3 mesures de glycémie. Donc, ça veut dire qu'avec 3 mesures de glycémie, c'est quand même difficile de parier de façon précise de la variabilité glycémique. Alors, comment réduire les fluctuations de la glycémie et des hypoglycémies? Les règles, elles sont données ici. Il faut sensibiliser formellement le personnel médical et paramédical au contrôle de la glycémie. Choisir un algorithme simple ou informatisé qui est bien accepté par l'équipe. Administrer l'insuline en intraveineux en continu, le plus près possible du patient. Il faut essayer d'éviter au maximum tous les espaces morts qui font que quand vous allez modifier le débit, ça va mettre un certain temps pour se répercuter au patient.
aussi bien pour corriger l'hypoglycémie en arrêtant l'insuline que pour corriger l'hyperglycémie en augmentant le débit d'insuline. Il faut que ce que vous faites au niveau du pouls seringue d'insuline, ça soit transmis tout de suite aux patients. Il faut essayer d'administrer la nutrition, que ce soit entérale ou parentérale, le plus souvent, le plus possible en continu, en évitant les fluctuations de débit, parce que c'est les fluctuations de débit qui, si elles ne sont pas associées à une modification du débit d'insuline, vont se répercuter en modifiant la glycémie, soit la hausse, soit la baisse. De façon générale, c'est toujours probablement une bonne idée de bien séparer la nutrition. Je vous ai indiqué que valait mieux l'administrer en continu. Des apports hydroélectrolytiques. Les apports hydroélectrolytiques, ce n'est pas les calories, donc c'est soit dans du NaCl, soit dans du glucose à 2,5%, avec les ions dont on a besoin. Et ça, on refait les prescriptions en fonction de l'hydratation du patient tous les jours, alors que la nutrition, elle est définie à un moment donné pour une durée souvent prolongée en fonction de la cible calorique et de la cible azotée qu'on va pouvoir fixer chez le patient. On en a parlé, il faut connaître la précision et les limites de la technique de mesure qu'on utilise. Et puis, il faut toujours essayer de comprendre et expliquer. Il y a toujours une explication pour les hypoglycémies. Donc là, c'était juste un exemple pour montrer ce qu'il ne fallait pas faire. Vous voyez, vous avez un pouls seringue. Si vous avez l'insuline qui arrive ici à l'extrémité et qui repasse par une autre rampe avant d'arriver au patient, et ben, dès que vous allez modifier un débit, ça va modifier le débit d'insuline. Et puis, quand vous allez modifier le débit d'insuline, ben, il va mettre beaucoup de temps à se répercuter au patient. Donc, le choix d'un protocole pour contrôler la glycémie, ben, il est compliqué. Il y a plein de protocoles qui existent. Chacun pense que son protocole, c'est le meilleur. C'est difficile à comparer. Là, je vous ai juste cité une étude. Donc, ça, c'est toujours l'équipe de Vandenberg en Belgique. Donc, elle avait fait les deux premiers New England. Ils avaient comparé l'utilisation de leur algorithme qu'ils utilisent actuellement informatisé versus un algorithme habituel qui était utilisé dans c'était 2 unités de réanimation qui avaient des cibles glycémiques différentes. Et ils ont comparé ces deux algorithmes. Donc, sans surprise, ils montrent que leur algorithme fait mieux que le protocole habituel. Voilà, mais avec les limites, c'est randomisé, mais évidemment, tout le monde sait dans quel groupe est le patient. Et puis, vous voyez qu'il y a des contrôles, des durées de contrôle qui sont quand même très réduites. Hein. Les patients, ils sont surveillés pendant en médiane 2 jours. Et donc, de ce fait, bah, les hypoglycémies sont quand même pas très fréquentes, parce que si vous contrôlez le patient pendant pas très longtemps, bah, vous avez quand même moins de risque de faire que ce patient fasse des hypoglycémies. Ça, c'est un algorithme papier qu'on avait fait il y a maintenant très longtemps. C'était à l'époque où on avait dit on n'utilisera pas l'algorithme papier de Vandenberg parce que ça amenait tous les patients en hypoglycémie. Et donc, on avait fait un système avec un algorithme. Vous voyez, là, c'était la cible glycémique. C'était l'époque où on voulait normaliser la glycémie des patients. Dans chaque case, vous avez le débit d'insuline. Et puis, bah, selon la glycémie des patients, qui est représentée ici sur la ligne, et ben, vous aviez des débits d'insuline et on se déplaçait dans le tableau. Les tableaux étaient remplis par l'infirmier. En fonction de là où se trouvait la glycémie, ben, on utilisait différents algorithmes pour se déplacer dans le tableau et suivre les règles. Et donc, le patient se déplaçait dans le tableau, la glycémie, le débit d'insuline du patient variait en fonction de la variation de ces glycémies. Donc l'algorithme marchait pas trop mal, mais c'était souvent compliqué avec les infirmiers nouvellement arrivés qui n'avaient pas toujours la dextérité suffisante pour gérer l'algorithme. Vous voyez que l'algorithme précisait même quelle était la fréquence du contrôle glycémique selon si on avait des glycémies pas trop loin des valeurs normales ou alors si on était très hyperglycémique ou très hypoglycémique. Donc, de ce fait, on a développé une application qui est maintenant une application web en libre accès sur Internet, qui reprenait de façon quasiment complète cet algorithme, qui était encore plus compliqué, mais comme c'était informatisé, ça pose pas de problème. Donc, ça permettait surtout d'avoir un contrôle glycémique qui était entièrement géré par les infirmiers. Il n'y a strictement besoin d'aucune intervention médicale. C'est l'application qui dit à l'infirmier quel est le débit d'insuline, à quelle heure est-ce qu'il faut contrôler la prochaine glycémie,
quelle est la quantité de glucose qu'il faut administrer en cas d'hypoglycémie, s'il faut mesurer une calémie si le patient fait une hypoglycémie, parce qu'on sait que quand il y a une hypoglycémie, il y a un risque de faire une hypocalémie. Bref, plein de détails qui avaient été rentrés. Et puis en plus, on avait même rajouté une variante qui permettait de piloter complètement la nutrition des patients de façon quasiment automatique, sans intervention médicale. C'est l'application qui disait à l'infirmier, tu montes tel ou tel débit de nutrition entérale ou parentérale. Donc ça, c'était l'écran qui montrait le fonctionnement pour les patients. Là, vous avez tous les patients de l'unité, vous avez les débits d'insuline en cours, vous avez l'heure du prochain contrôle glycémique, et là, vous avez les débits de nutrition entérale en continu, les débits de nutrition parentérale en continu. Quand c'est rose, c'est que l'infirmier doit faire quelque chose, et quand c'est orange, c'est que le médecin doit répondre à une question. Là, vous avez quelques exemples de questions pour le contrôle glycémique. Ça, c'était pour le médecin, pour savoir si le patient avait une contre-indication ou non pour tel ou tel type de nutrition, afin que tout soit piloté par l'application. Voilà le type de contrôle glycémique qu'on obtenait. Vous avez en bleu les glycémies, vous avez en jaune les débits d'insuline, et vous avez sur la figure du bas, vous avez les débits de nutrition entérale, parentérale, et là vous avez même les pointes jaunes, ce sont les barres jaunes, ce sont les apports caloriques qu'avaient les patients sous forme de repas, qui sont aussi renseignés dans l'application. Alors, devant ces résultats contradictoire entre les premières études qui montraient le bénéfice de la normalisation de la glycémie et notamment la dernière étude, l'étude MySugar, qui montrait qu'il valait mieux maintenir la glycémie à des valeurs hautes en réanimation. On avait posé cette hypothèse de se dire peut-être que la sortie de tout ça, ça serait d'adapter la glycémie en réanimation à la glycémie habituelle du patient, c'est-à-dire cibler de façon personnalisée, individuelle, la glycémie de chaque patient pendant son séjour en réanimation. Donc, on s'est appuyé sur des données observationnelles. Là, vous avez des patients qui étaient hospitalisés pour un infarctus du myocarde. On verra que c'est la même chose pour la réanimation. Vous avez la glycémie moyenne en abscisse, vous avez la glycémie moyenne au cours de l'hospitalisation, et puis vous avez en ordonnée la mortalité. Et on retrouve ce qu'on appelle classiquement une courbe en J, qui montre que la mortalité est minimale pour une valeur de glycémie donnée, et cette mortalité, vous voyez, elle augmente de façon importante quand vous avez des glycémies moyennes au cours du séjour qui sont basses, ou lorsque vous avez des glycémies moyennes au cours du séjour qui sont plus élevées. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que les courbes diffèrent selon si vous êtes non diabétique, c'est la courbe qui est là en bas, ou si vous êtes diabétique. Et vous voyez que les patients diabétiques, ils sont moins affectés par les hypoglycémies, moins affectés par une hyperglycémie chronique au cours du séjour. Et vous voyez que la valeur ou la mortalité la plus réduite n'est peut-être pas la même que chez le patient non diabétique. On retrouve exactement la même chose en réanimation. Vous avez les patients non diabétiques en noir. Vous voyez que chez les patients non diabétiques, il y a bien une courbe en forme de J, avec une mortalité qui est minimale lorsque vous avez des glycémies qui sont proches des glycémies normales. Alors que chez les patients diabétiques, vous voyez qu'on ne retrouve pas cette augmentation de la mortalité lorsque la glycémie augmente. Par contre, dans les deux situations, vous voyez que quand on a des hypoglycémies moyennes qui sont basses, on voit qu'il y a une surmortalité. Et ça, on sait très bien que c'est les patients les plus graves, c'est les patients qui ont plus de foie et qui vont mourir en hypoglycémie. Et si on reprend les deux premières études de Vandenberg qui montraient le bénéfice à la normalisation de la glycémie, si on regarde le sous-groupe de patients qui étaient les patients diabétiques, vous voyez qu'on ne retrouve pas le bénéfice. Le bénéfice de normalisation dans les études de Vandenberg, il est retrouvé principalement chez les patients non diabétiques. Chez les patients diabétiques, quand on normalise la glycémie, on n'obtient pas de bénéfice. Donc, on s'est appuyé sur ces données que les endocrinologues connaissent bien. C'est la relation qu'il y a entre l'hémoglobine glyquée d'un patient et sa glycémie moyenne ou sa glycémie habituelle. On a utilisé cette donnée d'hémoglobine glyquée pour définir chez les patients qui rentrent en réanimation quelle était leur glycémie moyenne. Et chez ces patients, on a défini donc deux groupes de patients. On a randomisé les patients en deux groupes avec notre application qui contrôlait la glycémie. Un groupe de patients chez qui on maintenait la glycémie en dessous de 10 mmol par litre et l'autre groupe de patients chez qui on personnalisait la cible glycémique en fonction de l'hémoglobine glyquée.
Voilà le type de représentation qu'on a. Vous voyez que là, vous avez les glycémies des patients. Quand le patient rentre en réanimation, vous avez la cible glycémique qui est, comme on l'a vu, qui est au-dessous de 1,8 g par décilitre. Ça, c'est la cible glycémique initiale. Et puis, quand on rentre la cible glycémique, l'hémoglobine glyquée du patient, ben, ça redéfinit une nouvelle cible glycémique. Là, je crois que l'hémoglobine glyquée était à 6,7, non, à 5,7%. Vous voyez que ça va redéfinir une cible glycémique. Vous voyez les bornes en rouge. Et donc, l'algorithme va essayer de maintenir la glycémie du patient dans cette cible glycémique. Donc, on a designé cette étude, donc c'est l'étude controlling, prospective, randomisée, multicentrique, et de façon très originale, on était les premiers, pour l'instant les seuls à faire ça. L'étude a été menée en double insu, c'est-à-dire que le patient était randomisé, on ne savait pas dans quel groupe il était randomisé, c'est l'application qui pilotait le contrôle glycémique en fonction de la randomisation. Donc, les deux groupes dont je vous ai parlé, c'était les soins courants, ça s'adressait à tous les patients de réanimation, et l'objectif, c'était d'inclure 4200 patients. Donc, les patients rentrent en réanimation, on mesure leur hémoglobine glyquée, et dès que le biologiste rentre le résultat d'hémoglobine glyquée, et dès que le médecin rentre dans l'application CPG, tout ça se faisait dans l'application CPG, que le patient était éligible, et bien automatiquement l'application a randomisé les patients, deux groupes, cible glycémique inférieure à 10 mmol par litre ou cible glycémique personnalisée selon l'hémoglobine glyquée. Voilà les cibles glycémiques qu'on avait. Vous voyez, en gris, je vous ai représenté en fonction de l'hémoglobine glyquée quelle est la glycémie habituelle attendue des patients. Donc ça, c'est théorique. Et je vous ai représenté les deux groupes de patients. Ça, c'est le groupe de patients qui a une cible glycémique inférieure à 180 mg par décilitre, quelle que soit la valeur de l'hémoglobine glyquée. Et ça, c'est le groupe personnalisé qui a une cible glycémique qui est adaptée à l'hémoglobine glyquée, sauf pour les extrêmes, pour ne pas avoir une cible qui descend trop bas ou alors une cible qui aille de façon trop vers le haut. Donc, l'étude a été interrompue après 2100 inclusions parce qu'il y a eu le comité de surveillance a dit que c'était futile de continuer et il y avait un surrisque de mortalité dans un sous-groupe de patients qui étaient les patients non diabétiques. Donc l'étude a été arrêtée alors qu'en un an, on avait inclus plus de patients. Et donc, le papier a été publié fin 2021. Donc, c'est l'étude controlling. On a inclus plus de 2000 patients. Il y a plus de 1900 patients qui ont reçu l'intervention, que ce soit dans un groupe ou dans l'autre groupe. Là, vous avez les patients, donc c'est des vrais patients de réanimation. Et puis, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, il y a quand même 9% des patients, c'est représenté ici, il y a 9% des patients chez qui la connaissance du diabète n'était pas connue au moment où ils rentraient en réanimation. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que, vous voyez, ça c'est les glycémies au moment où on a randomisé les patients, vous voyez que les glycémies sont élevées, mais quand même pas très élevées, et on est très loin des bornes de Vandenberg qui essaient de maintenir la glycémie des patients dans le groupe contrôle entre 180 entre 200 et 215 mg par décilitre. Vous voyez que spontanément, les patients, ils ont une glycémie qui n'est pas si élevée que ça si on ne leur apporte pas des quantités trop importantes de glucose. Donc voilà comment se faisait le contrôle glycémique. Donc je vous ai représenté, vous avez en abscisse les différents groupes de patients en fonction de la valeur de l'hémoglobine glyquée. Vous avez les valeurs de l'hémoglobine glyquée qui augmentent. Et vous voyez que dans le groupe contrôle, la glycémie qui est représentée ici, vous voyez, c'est les patients en rouge. Vous voyez que la glycémie va progressivement augmenter parce que les patients ont une glycémie habituelle qui est plus élevée. Et vous voyez, pour aller au-dessous de 180 mg par décilitre. Alors que dans le groupe hémoglobine glyquée cible personnalisée, vous voyez que la glycémie moyenne des patients au cours du séjour, elle va augmenter progressivement au cours de l'évolution, de l'augmentation de l'hémoglobine glyquée.
Et si on regarde en termes de débit d'insuline, vous voyez que les patients du groupe contrôle, eh ben, leur débit en insuline, ils vont progressivement augmenter avec l'augmentation de l'hémoglobine glyquée, puisque comme les patients, leur glycémie se rapproche de 180, mais il faut mettre de l'insuline pour les maintenir au-dessous de 180 mg par décilitre. Par contre, les patients du groupe personnalisé, chez qui on ramène la glycémie à leur glycémie habituelle, avec les débits d'insuline sont les mêmes pour tous les groupes de patients, ce qui montre que ces débits d'insuline, c'est le débit qui permet de ramener la glycémie des patients à leur glycémie habituelle. Et cette hyperglycémie qu'on contrôle par l'insuline pendant le séjour en réanimation, c'est l'insuline qui est nécessaire pour contrecarrer les effets de l'agression chez ces patients. Donc voilà les résultats en termes de contrôle glycémique. Donc vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de contrôle glycémique, même dans le groupe intervention. Ils ont en moyenne 5 contrôles glycémiques par jour. On voit que les hypoglycémies sont moins importantes que dans les études qui ont été présentées jusqu'à présent, même pour les hypoglycémies sévères. Et si on regarde le résultat, donc le critère de jugement principal de l'étude, c'était la mortalité à J90, vous voyez qu'il n'y a pas de différence. C'est-à-dire qu'on maintienne la glycémie au-dessous de 180 mg par décilitre ou qu'on cible la glycémie habituelle du patient, il n'y a pas de différence. Par contre, il y a un sous-groupe de patients, c'était une des causes qui ont fait que l'étude a été interrompue. On retrouve la même chose que dans l'étude d'iSugar, c'est-à-dire que personnaliser la glycémie, normaliser la glycémie, puisque chez les patients non diabétiques, personnaliser, ça revient à normaliser la glycémie, puisqu'ils ne sont pas diabétiques. Et on voit que dans ce sous-groupe de patients non diabétiques, il y a un effet délétère de la normalisation de la glycémie. Donc, on retrouve la même chose que dans l'étude d'iSugar, l'effet délétère du contrôle glycémique, la normalisation de la glycémie chez les patients non diabétiques. Donc, la conclusion du papier, c'est que l'objectif actuellement s'arrête de maintenir la glycémie du patient au-dessous de 180 mg par décilitre en réanimation. Il y a des questions qui restent sans réponse. Peut-être que des études seront designées pour y répondre, comme est-ce que la personnalisation de la glycémie peut être intéressante chez le diabétique, c'est-à-dire que chez les patients diabétiques, peut-être qu'il ne faudrait pas avoir une cible glycémique au-dessous de 180 mg par décilitre, mais plutôt une cible plus élevée qui corresponde à leur glycémie habituelle, ou peut-être encore plus élevée que leur glycémie habituelle, pour respecter l'insulinorésistance qui est générée par l'agression. Deuxième point, peut-être que la cible glycémique devrait être adaptée au cours du séjour en fonction du niveau de l'agression, puisque on voit très bien que les patients, en général, une glycémie élevée, des besoins d'insuline au début du séjour en réanimation quand ils sont graves, et puis quand leur état clinique est contrôlé, que les patients sont prêts à sortir, en général, ils reviennent à leur état de base avec leur glycémie habituelle. Cette figure, c'était juste pour vous montrer deux textes, pour montrer que la discussion restait ouverte. Donc ça, c'était quelques années après le papier de Naishuber, qui montre qu'il y a encore toujours des détracteurs du contrôle strict de la glycémie, et puis l'équipe de Vandenberg qui y croit toujours. Et dans ce sens, il y a une étude qui est sur le point qui est en cours d'analyse à la connaissance. Je crois que tous les patients ont été inclus. C'est une étude du groupe de Vandenberg, une étude multicentrique, vous voyez, qui a inclus. Alors l'objectif c'était d'inclure 9230 patients, et je crois qu'ils y sont arrivés. Alors, ils ont pris des patients sans nutrition parentérale pour s'affranchir de la problématique d'une glycémie artificiellement élevée de façon inhabituelle. Et deux groupes de patients, vous voyez, ils sont restés à leur cible originelle, c'est-à-dire une cible glycémique normale et une cible glycémique élevée. Alors, je pense qu'ils vont avoir un problème parce que, comme je vous l'ai montré, nous, dans l'étude controlling, la glycémie des patients au moment de l'inclusion, c'était plutôt 140 mg par décilitre et pas 180 215 mg par décilitre, avec un critère de jugement principal sur le nombre de jours nécessitant de la réanimation. Et s'ils ne montrent pas de différence sur le critère de jugement principal, ils auront probablement des résultats sur l'un au moins des 35 critères de jugement secondaire. Pour conclure, l'hyperglycémie, c'est une réponse adaptée au stress. Le niveau au-dessus duquel elle est délétère et doit être corrigée n'est toujours pas défini. La glycémie doit être surveillée pendant tout le séjour en réanimation. 1,8 g, 10 mmol par litre
c'est la limite supérieure à respecter actuellement. L'algorithme de contrôle glycémique utilisé doit limiter les hypoglycémies, les fluctuations glycémiques. Et un monitoring de la glycémie pourrait améliorer le contrôle glycémique et la charge de travail infirmier. Et les études restent à conduire. Et je vous ai mis de façon moins marquée que l'acide glycémique est peut-être adapté à chaque patient, ainsi qu'au cours de séjour. Je vous ai dit qu'il y a des populations de patients pour lesquelles on n'a pas encore la réponse, notamment les patients diabétiques. Je vous remercie. Merci beaucoup, Julien, pour cette présentation extrêmement complète sur le sujet et vraiment très, très intéressante et avec les toutes dernières, j'allais dire, informations et données sur cette thématique. Alors, on a 3 questions qui vont permettre de terminer ce webinaire. Éventuellement, tu peux les lire sur questions et réponses si tu cliques dessus. Alors, la première, c'est est-ce que le contrôle glycémique doit se faire à, à quel moment et par rapport notamment au repas du patient? Alors là, les règles, alors personne ne s'est intéressé à la question parce qu'en général, qui dit repas du patient dit patient pas tellement agressé. De façon générale, quand on a une insulinothérapie, alors toutes les études ont été faites en réanimation avec une insulinothérapie IV au plus seringue électrique. Le débit de base, il doit être fait sur une glycémie préprandiale, hein, puisque c'est en fonction de ça qu'on adapte le débit d'insuline. Après, le patient va manger. Et idéalement, nous, c'est ce qu'on fait dans le cadre du protocole de contrôle glycémique, l'algorithme CPG, c'est que l'aide-soignant renseigne dans l'application ce que le patient a mangé et pas ce qu'il va peut-être manger sur son plateau. Donc, l'aide-soignant sort le plateau de la chambre, il renseigne ce que le patient a mangé, et en fonction de ce qui a été renseigné, c'est l'algorithme qui va dire à l'infirmier s'il faut éventuellement faire un bolus d'insuline pour contrecarrer l'hyperglycémie postprandiale. Mais l'objectif du glycémique, c'est 1,8 en préprandial. Alors, deuxième question, quelle est l'influence du rythme nictéméral sur la glycémie en réanimation? Alors là aussi, ça a été peu ou pas étudié, parce que le rythme nictéméral en réanimation, il est fortement perturbé, notamment chez les patients les plus graves, hein, puisque le jour et la nuit se confondent chez le patient sédaté, curarisé. En tout cas, il va très vite disparaître, et on ne fait pas de différence actuellement. Autant on nourrit aussi les patients de façon complètement artificielle en continu H24, ce qui n'est absolument pas physiologique. On fait dormir entre guillemets les patients H24, ce qui n'est pas du tout physiologique non plus. Donc les fluctuations glycémiques sur le nictémère, elles sont complètement abolies. Je ne sais pas si on s'en doute. Voilà. Et la dernière question. Alors, dans les acidoses diabétiques, le schéma de relais de l'insuline IVSE par l'insuline sous-cutanée se fait avec un bolus d'insuline plus la reprise du schéma basal bolus du patient. Mais on met quand même un protocole d'insuline sous-cutanée en plus du schéma basal. Est-ce que le premier bolus sous-cutané, on le fait et à combien normalement? La question est quand même pas simple. Alors, dans le cadre des acidoses, des acidocétoses diabétiques, bon, je pense que les points importants, c'est que il faut surveiller l'acétonurie, hein, ou les corps cétoniques dans le sang. Donc c'est ça l'objectif. L'insulinothérapie et l'apport de glucose doivent être conséquents jusqu'à ce qu'il y ait une normalisation, une disparition de l'acétose dans le sang. Alors, souvent, c'est fait par voie IV. Alors, il faut faire la différence. On ne parle pas de la pédiatrie, hein, parce que la pédiatrie, le protocole est encore très différent parce qu'il y a un risque osmolaire qui est beaucoup plus important
chez les enfants et chez les tout-petits, avec un risque d'œdème cérébral si on corrige de façon trop rapide l'hyperglycémie. Et ça commence toujours par une hyperhydratation, un contrôle strict de l'anatrémie pour éviter les fluctuations trop rapides de la glycémie. Mais chez le sujet adulte, c'est des bolus d'insuline qui sont en général faits par voie IV avec un protocole d'insuline. Et puis, dès qu'on a contrecarré tout ça, bah, le relais, il se fait. Alors, ça va dépendre des services. C'est difficile d'avoir des règles. Chacun utilise son protocole dans la mesure où ça marche. Encore une fois, si vous n'avez pas d'hypoglycémie et pas trop de fluctuations, on peut considérer que c'est ainsi. Parfait. Eh bien, merci beaucoup. A priori, il n'y a plus d'autres questions. Eh bien, on arrive au terme de ce webinaire. Merci infiniment, Julien, pour cette présentation vraiment de très grande qualité. Et merci à tous et on vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée à tous. Au revoir.